La classe vibrait comme d'habitude d'un brouhaha continu. Des chaises raclèrent le sol, des rires fusaient, des feuilles volaient d'un pupitre à l'autre, le concert familier d'une salle de primaire en fin de matinée. Mais au milieu de tout ce vacarme, quelque chose clochait. Au troisième rang, près de la fenêtre, Maria, la petite élève discrète, celle qu'on oublie presque tant elle se fait transparente. Sauf que ce jour-là, elle ne se fondait plus dans le décor. Elle se tortillait sur sa chaise comme si chaque seconde assise était une punition. Ce n'était pas de l'agitation d'enfant, c'était de l'inconfort, de la douleur même. Madame Erika, la professeure, ne quittait pas Maria des yeux. Chaque mouvement de la fillette semblait calculé. Se redresser, se tenir raide, cacher quelque chose sous son pull, comme si son corps entier était une mise en scène. Quand vint le moment de ramasser les devoirs, tout le monde se leva rapidement. Les feuilles claquaient, les stylos roulaient, les enfants se pressèrent vers le bureau. Tous, sauf Maria. Elle mit un temps infini à se lever. Elle posa ses mains sur le bord du pupitre, inspira profondément et se hissa avec lenteur. Comme si le simple fait de passer de assise à debout était une épreuve. Elle fit un pas, puis un deuxième. Le bruit de sa chaussure résonna bizarrement sur le carrelage. Un pas lourd, traînant, irrégulier, un son anodin pour les autres, mais dans la tête d'Erika, c'était comme une sirène qui s'enclenchait. « Maria, ça va ?» demanda-t-elle d'un ton qu'elle tenta de rendre léger. La petite prit une grande inspiration, ses yeux fuirent ceux de la professeure. « Je suis désolée, madame. » Elle n'eut pas le temps de finir. Son corps se déroba. Le monde sembla basculer au ralenti. Les élèves reculèrent instinctivement, leurs cris se figèrent dans leur gorge. Erika bondit. Elle rattrapa la fillette in extremis avant que sa tête ne heurte le sol. Dans ses bras, Maria paraissait minuscule, trop légère, trop molle. Son visage était livide, ses lèvres posées comme une trace de craie. « À l'aide !» appela Erika vers la surveillante. « Amenez-la à l'infirmerie, vite !» Dans le couloir, tout paraissait plus silencieux que jamais. Sur le brancard de l'infirmerie, Maria ouvrit enfin les yeux. Son regard flottait comme si elle n'était pas vraiment revenue. L'infirmière ouvrit le tensiomètre, prit son poignet, posa le stéthoscope. Et c'est à ce moment-là que la phrase tomba, faible, mais si nette, qu'elle transperça Erika. Papa avait dit que ça ne ferait pas mal, mais ça fait mal. Le temps s'arrêta. Ce n'était plus un malaise banal, ce n'était plus une simple chute. C'était autre chose, un mal qui venait de plus loin que la salle de classe. « Qu'est-ce qui te fait mal, ma puce ?» murmura Erika, la voix tremblante. Maria serra les draps entre ses doigts jusqu'à blanchir les jointures. Aucune réponse, seulement ce mutisme lourd, plein de peur. L'infirmière nota calmement, tension basse, pouls régulier, fatigue, corpulence fragile. Rien de suffisamment grave sur le papier. Mais pour Erika, le diagnostic était clair. Quelque chose n'allait pas dans la vie de cet enfant. Et quelque chose de se passait bien loin des murs de l'école. Dès l'après-midi, à la sortie, la cour retrouva son agitation habituelle. Des enfants se lancèrent des ballons, d'autres se jetaient dans les bras de leurs parents, d'autres encore racontaient leur journée à toute vitesse. Maria, elle, était seule, assise sur un banc de pierre, son sac serré contre sa poitrine, les pieds immobiles. Elle ne riait pas, ne parlait pas. Elle attendait. Ses yeux restaient fixés sur le portail, puis la voiture arriva. Une berline noire, carrosserie lustrée, se gara pile devant l'entrée. Le contraste était frappant. Entre les parents en tenue de travail, un peu fatigués, et cet homme qui sortit du véhicule. Jonas, chemise claire, impeccablement repassée, montre discrète mais chère, démarche assurée. Le visage calme, presque trop, le genre d'homme qui donne l'impression de tout contrôler. « Bonjour, Madame Erika », lança-t-il avec un sourire poli. « On m'a parlé d'un incident. » Le ton était courtois mais froid, comme un protocole qu'on récite. Erika regarda Maria. La petite s'était figée. Ses doigts agrippaient encore plus fort les bretelles de son sac. On aurait dit qu'elle se préparait à encaisser un impact invisible. « Votre fille s'est évanouie en classe », répondit la professeure. « Elle a parlé de douleur, je pense qu'il faut la faire examiner sérieusement. » Le sourire de Jonas s'évapora. « Je vous l'ai déjà expliqué. Tout est sous contrôle. La santé de ma fille est mon affaire. Vous dépassez vos fonctions. » Les mots étaient polis. La voix, elle, coupait comme une lame. Maria observait la scène sans bouger. Ses yeux passèrent de son père à sa professeure comme si elle cherchait un refuge. Quand Jonas lui tendit la main, elle se leva sans protester. Mais juste avant d'entrer dans la voiture, elle se retourna. Son regard accrocha celui d'Erika. Un éclair, un appel au secours silencieux, et à cet instant précis, Erika sut que si elle fermait les yeux, quelque chose de grave finirait par arriver. It's des et si c'est tôt le lendemain, Erika entra en classe avant la sonnerie. Une boule était coincée dans son ventre. Ce n'était plus un simple mauvais pressentiment, c'était une certitude qui prenait forme. Lorsque Maria franchit le seuil, cette certitude explosa. La fillette se tenait droite, trop droite. Son sac pesait sur ses épaules, mais elle ne pliait pas le dos. Sous son pull, 2 lignes rigides déformèrent le tissu.
À chaque pas, son tronc restait figé comme s'il était enveloppé dans une armure invisible. Quand elle se pencha pour sortir son cahier, elle retint sa respiration et porta instinctivement la main à son ventre, caché sous la table. Un frisson traversa Erika. Ce n'était pas de la timidité, ce n'était pas une mauvaise posture. Elle portait quelque chose, un appareil qui la compressait, qui la tenait enfermée dans un droit forcé. « Maria, tu peux rester un peu après la classe ?» demanda la professeure d'une voix douce. À la fin du cours, elle l'emmena à la bibliothèque, là où le silence reposait sur les rayons de livres. « Hier, tu t'es évanouie. Aujourd'hui, tu sembles encore gênée. Tu as mal quelque part ?» Maria hésita longtemps, les yeux collés au sol. Puis, dans un souffle, elle lâcha « Je dois rester bien droite, sinon papa sera triste. » Ces mots tombèrent comme une enclume. Ce n'était pas de la discipline, c'était de la contrainte. « Cet appareil sous ton pull, c'est ton père qui t'a demandé de le porter ?» La fillette hocha la tête. « Il dit que c'est pour que je devienne belle et forte. » Erika ravala sa colère. Belle, forte. À coups de métal et d'hématomes, ce jour-là, après les cours, elle courut raconter tout cela à la directrice, Madame Ramona. « Sans rapport médical officiel, nous avons peu de marge, soupira la directrice. Nous pouvons consigner nos observations, mais pas accuser sans preuve. C'était mieux que rien, mais c'était bien trop peu, face au regard vide de Maria. Et Talekian, d'accepter d'insister la preuve, arriva d'elle-même, douloureuse, indiscutable. Pendant la récréation, Maria tenta de jouer à la corde. Les autres filles sautaient en riant, leur corps libre, souple. Elle, chaque saut semblait arraché à son squelette. Un faux mouvement, elle trébucha. La chute fut sèche. Erika accourut, et en l'aidant à se relever, son t-shirt se souleva légèrement. Elle se figea. Sous le tissu, le métal. Et sur la peau, des marques violacées. Des bleus nets, symétriques, exactement à l'endroit où l'appareil serrait. « Mon Dieu !» échappa-t-il à la professeure. Maria referma aussitôt son t-shirt paniqué. « Je n'ai pas le droit de l'enlever. » Cette fois, il n'y avait plus de doute. Pas d'exagération, pas de peut-être. La violence s'imprimait sur le corps de l'enfant comme un aveu. L'ambulance fut appelée, la sirène fendit l'air attirant tous les regards. Au moment où le portail s'ouvrait pour laisser entrer le véhicule, la voiture noire apparut à son tour s'immobilisant brutalement devant l'école. Jonas sortit, le visage tendu. « Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'aviez pas à appeler qui que ce soit. » Ramona tenta de calmer le jeu. Erika se plaça devant le brancard. « Si, on en avait le devoir. Votre fillard a besoin de soins. Maintenant. » Les yeux de Jonas lancèrent des éclairs. « Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Là, c'était terminé. La ligne à ne pas franchir était derrière eux. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Si l'histoire te tient déjà en haleine à ce stade, reste bien jusqu'au bout. Ce qui vient après va encore plus te secouer. » À l'hôpital, la lumière blanche donnait au couloir un air irréel. Maria était allongée, reliée à des machines simples, mais l'air inquiète. Jonas restait debout, les bras croisés, figé à côté du lit, comme un gardien devant un coffre. Le docteur Camargo s'approcha, souleva délicatement le tissu de la blouse. Les marques apparurent, bleues, violacées, profondes, des empreintes de souffrance répétées. Ce ne sont pas des traces de chute, constata-t-il. On parle ici de pression prolongée, d'une charge constante exercée sur le corps. Jonas se redressa sur la défensive. C'est une méthode de correction, la méthode Léon, une discipline posturale efficace. Je suis le protocole à la lettre. Erika serra les poings. Une méthode, c'était une torture déguisée. Le médecin ne leva pas le ton. Je n'ai connaissance d'aucun traitement reconnu sous ce nom. Et quoi qu'il en soit, aucun appareil ne devrait laisser d'échymose de cette intensité chez un enfant. Ce dispositif doit être retiré et son usage interrompu. Maria gardait les yeux rivés sur le drap, les doigts crispés. Elle ne contredisait pas son père. Elle n'osait pas. Ce soir-là, Erika rentra chez elle avec un dossier plein de mots médicaux. Mais ce n'était pas les termes techniques qui la hantaient. C'était la phrase de l'infirmerie et le regard perdu de Maria. Le lendemain, Maria revint en classe. Sans l'appareil sous son pull cette fois, les médecins avaient ordonné son retrait. Mais quelque chose en elle restait encore enfermé. Même sans le métal, son dos se tenait droit comme une barre. Quand elle s'asseyait, elle semblait demander la permission à l'air. Ses mains se faufilaient parfois vers son ventre, comme si une ceinture invisible serrait encore sa cage thoracique. À la récréation, elle ne courait pas. Elle observait les autres en silence. Quand la cloche sonna, elle resta en arrière. Elle s'approcha du bureau de la professeure, les épaules tremblantes, et sortit une enveloppe froissée de son cahier de calligraphie. « Madame, je l'ai caché » murmura-t-elle. À l'intérieur, une feuille légèrement jaunie, déchirée à la hâte. Une écriture maladroite, enfantine. « Si je dis que ça fait mal, papa sera triste. Je promets de rester sage. » Le cœur d'Erika se serra. Ce n'était pas juste un bout de papier, c'était un contrat de souffrance signé par la peur. « Tu as bien fait de me le donner, ma chérie, dit-elle doucement. Je ne vais m'en servir que pour te protéger. D'accord ?» Les yeux de Maria se remplirent de larmes. « Vous ne lui montrerez pas ? Pas tout de suite ? Non, pas sans que ce soit nécessaire pour te défendre. » Erika glissa la feuille dans une pochette transparente, comme on range une pièce à conviction.
L'après-midi, elle se rendit dans le bureau de la directrice. Ramona était là, ainsi que Miguel, le psychopédagogue de l'école. Ils lurent la lettre en silence. « C'est plus que de la rigueur éducative », souffla Miguel. « C'est de la manipulation émotionnelle. » Ramona passa une main sur son front. « Si nous allons plus loin, Jonas va se défendre. Il connaît du monde, il ne laissera pas passer ça. »« Et si on ne fait rien ?» répondit Erika. « Qui alors protège Maria ?» Le même jour, Miguel se plongea dans des recherches sur cette fameuse méthode Léon. Les résultats furent glaçants. Site douteux promettant une posture parfaite en 30 jours. Parents filmant leurs enfants obligés de rester immobiles. Sanglots retenus, attachés à des planches. Phrases absurdes. Les larmes sont une faiblesse, un enfant droit est un enfant fort. Et sur des forums, des témoignages brisés, des adultes racontant leur traumatisme, des enquêtes dans d'autres pays, des alertes d'associations. Ce n'est pas une méthode médicale, conclut Miguel en montrant l'écran. C'est une forme de maltraitance institutionnalisée. Pour Erika, le puzzle se recomposait. Les marques, la phrase à l'infirmerie, l'attitude de Jonas. Tout coïncidait. La suite, c'est la justice qui s'en est occupée. Un jour, Maria entra dans une salle spéciale du tribunal, main dans la main avec Erika. La pièce était calme, presque solennelle, pas de public, pas de banc bondé, juste un juge, une procureure, une psychologue, une conseillère nommée Sophia et un greffier. Jonas, lui, n'avait pas le droit de s'approcher. Il suivait la scène depuis une autre salle par vidéo. La psychologue tira une petite chaise pour la fillette. « Ici, tu peux raconter ce que tu veux, Maria. Personne ne va te punir pour ce que tu dis. D'accord ?» Au début, Maria ne parla pas. Elle dessina. De petits personnages raides, les bras collés au corps, des fenêtres sans ouverture, des maisons sans porte. Chaque trait en disait plus long qu'un paragraphe. Puis la procureure posa une question simple. « Est-ce que ça te faisait mal quand tu portais l'appareil ?» Le crayon se cassa net entre les doigts de Maria. « Oui, aux épaules, au ventre », murmura-t-elle. Erika serra sa main pour lui donner du courage. « Et pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda la psychologue. Les yeux de Maria se remplirent de larmes. « Parce que s'il sait que ça fait mal, il sera triste à cause de moi. » Dans la salle, l'air devint plus lourd. Le juge ajusta ses lunettes, le visage fermé. Sophia détourna brièvement le regard. Plus tard, ce fut au tour d'Erika d'être entendue. Elle confirma le malaise, les marques, la lettre cachée, les phrases de la fillette. Enfin, Jonas entra à son tour encadré. Il s'assit, le regard dur, la mâchoire contractée. Le juge prit la parole d'une voix ferme. « Monsieur Jonas, le témoignage de votre fille, les constats médicaux et les éléments recueillis démontrent un risque réel pour sa santé physique et émotionnelle. L'usage de tout appareil contraignant est désormais formellement interdit. Des mesures de surveillance seront mises en place. » Jonas pâlit. « Vous me volez mon droit d'éduquer ma fille ? C'est une cabale. Cette enseignante l'a montée contre moi. » La porte s'ouvrit. Maria revint dans la pièce, accompagnée de la psychologue. Pour la première fois, son regard croisa celui de son père et ne se déroba pas. Jonas se pencha vers elle comme pour rattraper quelque chose. « Dis-leur, Maria, dis-leur que ce n'était que pour ton bien, que ça ne te faisait pas si mal, que tu veux continuer. » Le silence fut total. Les mains de Maria tremblaient. Sa voix, quand elle sortit enfin, était douce, mais incroyablement solide. « Papa, je ne veux plus. » Ces 4 mots fendirent la salle comme un éclair. Jonas recula comme frappé. « Comment ça tu... Je t'aime, mais je veux respirer. Sans ça, sans avoir mal. » La procureure eut les yeux brillants. Le juge nota quelques mots de plus, mais tout était déjà décidé. Ce moment-là, c'était la fracture, l'avant et l'après. Si ce renversement te touche, prends une seconde pour t'abonner et activer la cloche. Parce que la suite de l'histoire, c'est la partie que beaucoup de gens ne voient jamais, celle de la reconstruction. Les semaines suivantes, la vie à l'école reprit son cours. Les rires, les jeux, les cris dans la cour revinrent comme un fond sonore constant. Mais pour Erika, plus rien n'était juste normal. Maria continuait de venir en classe, sans appareil, sans métal, juste son petit corps, encore marqué, et une nouvelle fragilité dans ses gestes. En kinésithérapie, elle réapprenait à bouger, à se pencher sans se crisper, à courir sans attendre une réprimande, à respirer sans compter en silence. Au début, chaque exercice déclenchait une hésitation. On lisait dans ses yeux la peur qu'une voix sévère surgisse soudain pour dire « Tiens-toi droite, arrête de te plaindre ». Mais petit à petit, son corps commença à enregistrer une nouvelle réalité. Tu peux te détendre, tu as le droit de t'asseoir de travers, tu as le droit d'exister sans souffrir pour faire plaisir à quelqu'un. Jonas aussi changeait. Pas d'un coup, pas comme dans les films où tout se résout en une scène. Lors des visites supervisées, il ne parlait plus de méthode ni de discipline. Il demandait si elle avait faim, si la kiné ne la fatiguait pas trop. Il lui achetait parfois une glace, des choses simples. Mais pour une enfant qui associait son père à un appareil douloureux, ses gestes avaient la taille d'un monde. Erika observait tout cela de loin. Elle savait que rien n'était gagné, que la peur ne s'évaporait pas sous un simple tampon de tribunal.
Mais à chaque fois que Maria souriait, même brièvement, elle sentait que le combat en valait la peine. Un jour, à la sortie, Maria s'arrêta avant de rejoindre son père. Elle se retourna, leva la main, fit un petit signe à sa professeure, un geste timide mais volontaire. Ce n'était plus seulement l'appel à l'aide silencieux d'autrefois, c'était aussi un merci, un pacte muet. Tu étais là, tu m'as cru. Le soir, chez elle, Erika étala sur la table le rapport du médecin, la décision du juge et la petite feuille aux lettres tremblantes. Si je dis que ça fait mal, papa sera triste. Elle la relut encore une fois, puis ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à pleurer. Pas devant les élèves, pas devant la directrice, pas devant le juge, juste pour elle. Parce qu'être adulte, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est continuer à tenir debout malgré ce qu'on ressent. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu l'as compris. L'histoire de Maria, ce n'est pas seulement l'histoire d'une fillette et d'une professeure, c'est l'histoire de tous ceux qui se sont déjà forcés à supporter l'insupportable par peur de décevoir quelqu'un. De tous ceux qui se sont dit « si je parle, ils seront tristes, alors je vais me taire ». Peut-être que toi aussi tu as déjà avalé ta douleur pour ne pas déranger. Peut-être que tu connais quelqu'un qui se tient trop droit dans sa vie, uniquement parce qu'on l'a façonné pour ça. Ce que Maria nous rappelle, c'est ceci. Le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. Le courage, c'est de dire « je ne veux plus » alors que tout en toi tremble. Elle porte encore des traces, sur sa peau, dans sa mémoire, dans sa manière de marcher, mais désormais, elle sait une chose essentielle. Elle n'est plus seule. Quelqu'un l'a vue, quelqu'un l'a cru, quelqu'un a refusé de détourner le regard. Et parfois, c'est tout ce dont un enfant ou un adulte a besoin pour commencer à guérir. Si cette histoire a réveillé quelque chose en toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, laisser un like, écrire en commentaire ce que tu en retiens. Tu ne peux pas imaginer à quel point ton soutien nous aide à continuer à raconter ce genre d'histoires humaines, difficiles mais nécessaires. Et si tu traverses toi-même une situation où tu te sens pris dans un appareil invisible, rappelle-toi, tu as le droit de dire que ça fait mal. Tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit de respirer. Merci d'être resté jusqu'au bout. Une autre vidéo t'attend sur la chaîne, peut-être résonnera-t-elle en toi autant que celle-ci.